émission, ici c'est le zéro, soit en absorption, et ça suivait très bien les prédictions de la courbe d'inversion du M0H. Et ensuite, on convertit tout ça en taux de production de molécules, c'est ce qui est marqué ici. Bon, ça ne paraît pas tellement bien, parce que là, c'est en échelle logarithmique. Évidemment, c'était plus élevé aux alentours du périhélie qu'avant et après. Bon, un autre exemple un petit peu rigolo, c'est la comète Schwarzman-Bachmann 3. En 1995, on avait décidé de l'observer. On l'observait pendant l'été. Elle n'était pas visible. L'avantage de ces observations, c'est qu'on ne dépend pas de la météo, on ne dépend pas de la distance au soleil, on peut observer de jour comme de nuit. Donc on peut observer souvent des comètes alors qu'elles ne sont pas observables par des télescopes optiques. Alors les comètes n'étaient pas observables par les télescopes optiques. On ne trouvait pas grand-chose, ça c'est le signal qu'on observait. Et tout d'un coup, paf, ça s'est mis à augmenter. Voilà les différentes dates, voire pas grand-chose, puis un petit quelque chose, puis ensuite un fort signal. Ensuite, ça a un petit peu baissé. On s'est demandé qu'est-ce qui s'est passé. Et quelques semaines après, les observations optiques ont été possibles, et on s'est aperçu que la comète avait éclaté, qu'elle avait plusieurs fragments. Donc on avait observé l'augmentation de production de gaz au moment de la fragmentation de la comète. Et on a été les seuls à l'observer à ce moment-là. Voilà, ça c'était en 1995, la comète Schwarzman-Bachmann 3, c'est une comète qui a une période de 6 ans. Le passage d'après n'était pas tellement un passage favorable, était difficilement observable. Et le passage suivant, qui est en 2006, eh bien, la comète est passée très près de la Terre. Alors, les fragments qui avaient été observés 12 ans avant étaient toujours là. On en a observé même beaucoup d'autres. Voilà ce que ça donnait en visite. Il y avait les deux fragments principaux les plus productifs. Et on a pu suivre la production de gaz de ces deux fragments les plus importants. L'un en bleu et l'autre en rouge. Et on peut voir que le comportement est assez erratique. La comète était active, elle se fragmentait encore. Bon, les comètes sont des objets très, très fragiles. Ils se fragmentent parfois spontanément, comme là c'est le cas, parce que ça s'est passé lorsque la comète est quand même assez loin du Soleil. Et ça peut se passer aussi lorsque les comètes passent, par exemple, près de Jupiter, sous l'action des forces de la marée. C'est ce qui est arrivé à la comète Schumacher-Levy il y a une quinzaine d'années, presque une vingtaine d'années. Et quand elle force vraiment très près du Soleil, comme les comètes Tarzan, évidemment, elles ne survivent pas, elles éclatent en morceaux. Bon, alors, le radical OH s'observe aussi par les bandes électroniques. Bon, les voici, les bandes électroniques. Voici un exemple d'un spectre visible, la comète Swift-Tuttle avec la bande de OH qui s'observe vers près de 3000 angstroms, donc c'est vraiment dans le proche UV. Alors, il y a une vingtaine d'années, on n'était pas tout à fait d'accord avec nos collègues qui faisaient ce genre d'observation. On ne trouvait pas les mêmes taux de production de OH, on avait des modèles qui différaient. J'ai retrouvé ça dans mes archives. C'est pas exactement comme ça qu'on a résolu le désaccord. Il y a encore un petit peu de désaccord. Mais on est resté bon ami quand même. Bon, alors OH, ça permet d'observer, donc c'est un proxy, c'est un moyen d'obtenir la production de l'eau dans les comètes, mais pour en être plus sûr, rien ne vaut l'observation directe de l'eau. C'est quelque chose de difficile à faire, parce que l'eau qui se trouve dans les comètes se trouve aussi dans l'atmosphère terrestre, et l'atmosphère terrestre est opaque à tous les rayonnements de la molécule d'eau, que ce soit dans les domaines radio, visibles ou infrarouges ou ultraviolets. Donc, il a fallu attendre d'avoir des moyens spatiaux pour les détecter. Et ça, c'est ce qu'on a fait, par exemple, au moment de la comète de Halley.
les sondes Vega étaient équipées d'un spectromètre infrarouge qui a permis de détecter la bande infrarouge de l'eau directement. Le satellite ISO dédié aux observations infrarouges a pu observer avec une bien meilleure résolution spectrale la bande et les raies infrarouges de l'eau dans la comète Alpha. Mais on peut observer aussi de l'eau avec des télescopes infrarouges au sol, en verrant un petit peu d'autres raies qui sont moins absorbées par l'atmosphère terrestre. Et c'est ce qui se fait par tous les télescopes au sol à Hawaï ou au Chili, où toutes les raies, vous voyez ici, certaines de ces raies sont des raies, des bandes de vibration de l'eau. Et ensuite, on peut observer l'eau aussi par ces raies fondamentales de rotation qui tombent dans le domaine infrarouge, dans le domaine radio submillimétrique, qui lui ne peut pas se faire du sol. Alors ça c'est d'abord fait avec deux petits télescopes dédiés à ça, un télescope américain SWAS et un télescope suédois Odin avec participation française, où on a pu observer le raie fondamentale. L'eau a une raie fondamentale à 1/2 millimètre de longueur d'onde, qui est extrêmement intense. Vous voyez ce que ça a donné sur une comète moyennement brillante. Et dernièrement, cette raie a pu être observée avec beaucoup plus de détails, et beaucoup d'autres raies de rotation de l'eau aussi ont pu être observées avec le télescope spatial Herschel, qui était en fonctionnement jusqu'au mois d'avril dernier. On a observé comme c'est près d'une bonne dizaine de comètes, on observe différentes raies de l'eau. Vous voyez que ce sont des raies très intenses et que le télescope est très, très sensible et permet de les observer avec une extrême précision. On voit des petits détails, ce petit détail dans la forme, c'est dû simplement de l'auto-absorption de l'eau dans l'atmosphère cométaire. C'est l'eau qui est à l'extérieur la partie extérieure de la comète qui est plus froide que celle qui est à l'intérieur. Ça fait une partie auto-absorbée dans la raie. Bon, alors en fait, la spectroscopie radio avait débuté donc à Nancy avec le radical, l'observation du radical H à 18 cm. Elle s'est poursuivie. Une étape essentielle a été la comète de Halley, où on a détecté pour la première fois d'une manière sûre une autre raie radio, celle de la molécule HCN, oui, HCN. Et c'était le début d'une grande aventure qui était menée essentiellement à l'IRAM, mais aussi avec d'autres radiotélescopes, où on a pu observer pratiquement deux dizaines, une bonne vingtaine de molécules différentes. Les spectres radio qu'on observe maintenant à l'IRAM, où il y a maintenant des spectromètres performants qui permettent de couvrir une grande bande spectrale d'un seul coup, ce qui n'était pas le cas à l'époque de la comète de Halley, où on peut observer maintenant beaucoup de raies simultanément. Ça, c'est un petit peu un bilan de toutes les molécules qui sont observées dans les comètes. Vous ne pouvez pas voir le détail, mais il y a une vingtaine de molécules. La plupart de ces molécules, une grande partie de ces molécules sont observables en radio, alors que certaines, comme en particulier les hydrocarbures, qui sont des molécules symétriques qui n'ont pas de raie radio, qui ne peuvent s'observer que dans l'infrarouge, et sont effectivement observées dans l'infrarouge. Ça c'est pour montrer qu'en fait, plus on monte en sensibilité, plus on peut observer un nombre important de molécules, évidemment. Alors ça, c'est un petit peu l'un des résultats de notre campagne d'observation de la comète Hale-Bopp, où on a suivi la comète Hale-Bopp. Elle a été détectée très loin du Soleil, on a pu la suivre pendant très longtemps, et on a pu la suivre en radio
on a suivi l'évolution de la production de plusieurs molécules. Alors bien sûr, on a suivi OH à Nancy, et ce sont les points noirs. Là, on voit l'augmentation. C'est une échelle logarithmique, hein, donc ça augmente beaucoup. Puis ça passe de 10 puissance 28 à 10 puissance 31, un facteur 1000. Donc ça, c'est l'évolution de la production d'eau. Et là, c'est l'évolution des autres molécules qui ont été observées avec d'autres radiotélescopes à l'IRAM, au CEST, au Chili, et aux deux radiotélescopes de l'Hawaï, le CSO, le JCMT. Et en particulier, la molécule CO, c'est la molécule CO qui a pu être suivie le plus loin. Elle a été détectée très tôt, à plus de 5 unités astronomiques du Soleil, et on a pu la suivre jusqu'à près de 10 unités astronomiques du Soleil. Alors ce qu'on voit, c'est que la production de CO